La conquête de l'Amérique fut l'un des épisodes les plus transcendantaux de l'histoire universelle, une rencontre entre deux mondes qui transforma à jamais le destin de l'humanité. Le navigateur génois Christophe Colomb proposa une idée révolutionnaire: atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest, en traversant l'océan Atlantique encore inconnu. Après des années de refus dans différentes cours européennes, Colomb obtint le soutien des rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui virent dans son projet une opportunité stratégique et spirituelle. En 1492, avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, il partit du port de Palos de la Frontera dans une expédition qui allait changer le cours du monde. Le 12 octobre de cette année-là, Colomb et son équipage aperçurent la Terre. Ils étaient arrivés sur le continent américain, bien qu'il crût jusqu'à sa mort avoir atteint les côtes orientales de l'Asie. Cette découverte marqua le début de la conquête et de la colonisation du Nouveau Monde. L'Espagne devint la puissance la plus puissante de la planète, étendant sa langue, sa foi et sa culture à travers le continent. Introduction. Les voyages de Christophe Colomb et la rencontre de deux mondes. Au XVe siècle, l'Europe commençait à émerger du Moyen-Âge vers un horizon de découverte, de commerce et d'ambitions impériales. Les routes traditionnelles vers l'Orient, dominées par les puissances musulmanes, étaient devenues de plus en plus difficiles et coûteuses. Les épices, l'or et la soie devinrent les symboles d'une prospérité que les couronnes européennes désiraient atteindre sans intermédiaire. Dans ce contexte, un navigateur génois d'origine incertaine et d'ambition démesurée commença à imaginer une entreprise qui transformerait l'histoire humaine, atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Son nom était Christophe Colomb. Colomb naquit à Gênes vers 1451 au sein d'une famille de tisserands. Dès son jeune âge, il s'intéressa à la mer et aux routes commerciales. Il navigua sur la Méditerranée, travailla pour des maisons marchandes génoises et vécut un temps au Portugal, où il étudia les cartes, lut des chroniques et écouta des récits sur des terres inconnues au-delà de l'Atlantique. Le Portugal était alors l'avant-garde de l'exploration maritime, et Colomb comprit que les océans étaient le nouveau théâtre du pouvoir. Cependant, tandis que les Portugais cherchaient à contourner l'Afrique pour atteindre les Indes orientales, lui conçut une idée plus audacieuse: atteindre l'Orient par l'Occident. Au cours des années 1480, il présenta son projet au roi Jean II du Portugal, mais celui-ci le rejeta. Les calculs de Colomb sur la distance jusqu'à l'Asie étaient erronés. Il sous-estimait la taille de la planète et croyait que le Japon se trouvait à quelques semaines de navigation. Quand tout semblait perdu, il se rendit en Castille et proposa son projet aux rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Après de longues négociations, et grâce au soutien de religieux comme le frère Juan Pérez, il fut de nouveau reçu en 1492, la même année où le royaume nasride de Grenade tomba, mettant fin à la reconquête. L'Espagne, désormais unifiée et victorieuse, cherchait de nouveaux horizons. Le 17 avril 1492, les monarques signèrent les capitulations de Santa Fe, accordant à Colomb le titre d'amiral de la mer Océanique, vice-roi et gouverneur des terres découvertes, ainsi qu'un 10e des bénéfices. Avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, et un équipage d'environ 90 hommes, il partit du port de Palos de la Frontera le 3 août 1492. Pendant des semaines, les caravelles avancèrent sur l'Atlantique sans apercevoir de terre. Le moral baissa et des rumeurs de mutinerie circulèrent. Colomb resta convaincu d'être sur le point d'atteindre le Cipango, nom donné au Japon. Enfin, à l'aube du 12 octobre 1492, un marin nommé Rodrigo de Triana aperçut la terre. Ils étaient arrivés sur une île de l'archipel des Bahamas que Colomb appela San Salvador. Croyant être aux Indes, il appela Indiens leurs habitants. De là, il explora d'autres îles, dont Cuba et Hispaniola, émerveillés par les paysages tropicaux, les métaux précieux et les coutumes des peuples autochtones. En décembre de la même année, la Santa Maria s'échoua au large des côtes d'Hispaniola, obligeant Colomb à laisser une partie de ses hommes dans un petit fort appelé la Navidad, le premier établissement européen du Nouveau Monde. Convaincu du succès, il entreprit le voyage de retour en janvier 1493. Il arriva à Lisbonne le 4 mars, puis à Barcelone, où il fut reçu avec honneur par les rois catholiques. Son nom devint synonyme de gloire.
Il avait ouvert une porte qui ne se refermerait plus jamais. Le succès du premier voyage éveilla un enthousiasme sans précédent. L'Espagne se hâta d'organiser une deuxième expédition, cette fois à caractère colonisateur. L'objectif n'était plus seulement d'explorer, mais de peupler et d'exploiter les nouvelles terres. Le 25 septembre 1493, Colomb partit de Cadix à la tête de 17 navires et de plus de 1200 hommes, parmi lesquels se trouvaient des soldats, des artisans, des religieux et des fonctionnaires royaux. Il transportait des semences, des animaux domestiques et des outils, symbole d'une conquête qui n'était plus spirituelle ni scientifique, mais impériale. Au cours de cette traversée, il découvrit les petites Antilles, dont la Dominique et la Guadeloupe, et atteignit finalement de nouveau Hispaniola, où il trouva le fort de la Navidad détruit et tous ses hommes morts. À sa place, il fonda une nouvelle colonie, la Isabela, première ville européenne permanente en Amérique. Cependant, le rêve se transforma rapidement en chaos. Les maladies tropicales, la faim et le manque de discipline provoquèrent des conflits entre colons. Les promesses d'or s'évanouirent. Colomb, dépourvu de compétences politiques, dut faire face à des rébellions et imposer des punitions sévères. À mesure que la situation empirait, les tensions commencèrent avec les peuples autochtones. Les exigences de tribus et la recherche désespérée de métaux précieux entraînèrent des affrontements violents. Les Taïnos furent contraints de travailler dans des conditions inhumaines et le système des repartimientos posa les bases du futur modèle d'exploitation coloniale. Pendant ce temps, Colomb poursuivait l'exploration des côtes de Cuba et de la Jamaïque, convaincu d'avoir atteint les îles orientales de l'Asie. Son obsession de prouver qu'il avait raison l'aveuglait face à l'évidence qu'il se trouvait devant un continent inconnu. En 1496, il retourna en Espagne, épuisé et malade, mais encore plein d'espoir. Il présenta ses rapports au roi catholique qui, bien que satisfait de l'expansion territoriale, commençait à douter de sa capacité à gouverner. Le rêve du navigateur génois commençait à se fissurer sous le poids de la réalité coloniale. Malgré les difficultés, Colomb réussit à organiser un troisième voyage en 1498. Cette fois, il partit de Sanlúcar de Barrameda avec 6 navires, cherchant une route plus méridionale. Ce fut alors qu'il atteignit pour la première fois le continent américain, arrivant à l'embouchure de l'Orénoque, dans l'actuel Venezuela. L'immense débit du fleuve lui fit soupçonner qu'il se trouvait devant une masse continentale, mais il interpréta cette découverte comme la proximité du paradis terrestre décrit dans les Écritures. De là, il navigua vers Hispaniola, où il trouva une colonie plongée dans l'anarchie. Les colons l'accusaient d'abus de pouvoir et les rois, alarmés par les plaintes, envoyèrent Francisco de Bobadilla pour enquêter. Colomb fut arrêté, enchaîné et renvoyé en Espagne en 1500. Bien qu'Isabelle et Ferdinand aient ordonné sa libération peu après, le mythe du découvreur commençait à s'effondrer. Son autorité fut révoquée et sa réputation entachée par les accusations de cruauté et de mauvaise administration. Néanmoins, en 1502, il obtint la permission d'entreprendre un 4e et dernier voyage dans le but de trouver un passage vers l'Asie. Il partit de Cadix avec 4 navires et explora les côtes du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama, affrontant tempêtes, mutineries et naufrages. Pendant des mois, il souffrit de privations extrêmes, échoué en Jamaïque et abandonné par la couronne. Ses hommes tombèrent malades et Colomb, vieilli et atteint de la goutte, comprit que son rêve était terminé. Il retourna en Espagne en novembre 1504, peu après la mort de la reine Isabelle. Il passa les dernières années de sa vie à Valladolid, tentant en vain de récupérer ses titres et ses richesses. Il mourut le 20 mai 1506, sans savoir qu'il avait découvert un continent entier. Pour lui, le Nouveau Monde n'existait pas. Il mourut convaincu d'avoir atteint les Indes orientales. Cependant, son voyage marqua le plus grand tournant de l'histoire moderne. La géographie, l'économie, la religion et l'identité du monde allaient changer à jamais. Tandis que les caravelles espagnols continuaient à traverser l'Atlantique à la recherche de nouvelles terres, un nom commençait à résonner sur les cartes d'Europe, Amerigo Vespucci, le navigateur florentin qui comprit ce que Colomb n'avait jamais imaginé. Les terres nouvellement découvertes n'étaient pas l'Asie, mais un nouveau continent. Dans les années suivantes, ce continent porterait son nom, l'Amérique. Les empires précolombiens avant l'arrivée des Européens.
Avant que les bougies castillanes ne découpent l'horizon des Caraïbes, l'Amérique était déjà un continent rempli de civilisations anciennes, raffinées et puissantes. Pendant des millénaires, des peuples divers avaient construit des villes, des temples et des réseaux commerciaux qui rivalisaient en complexité avec ceux de l'Europe ou de l'Asie. Dans les hauts vallées du Mexique, les jungles d'Amérique centrale et les sommets andins du Sud, les Aztèques, les Mayas et les Incas dominaient de vastes territoires, soutenus par une organisation politique et religieuse qui faisait du pouvoir une forme de culte. Lorsque les Européens arrivèrent, ils trouvèrent des empires qui avaient prospéré et disparu bien avant que leur propre histoire ne soit écrite. Au cœur de la vallée de Mexico se dressait l'Empire aztèque, ou Mexica, un peuple qui avait migré depuis le nord au XIIIe siècle, guidé par un dieu guerrier appelé Huitzilopochtli. Après des siècles de pèlerinage, ils s'établirent sur un îlot du lac de Texcoco, où, selon la légende, ils virent un aigle perché sur un nopal en train de dévorer un serpent. Là, ils fondèrent leur capitale, Tenochtitlan, en 1325. Depuis cet endroit, ils commencèrent une expansion militaire et économique qui les amena à dominer presque tout le centre de la Mésoamérique. Leur système reposait sur des alliances stratégiques et des tribus exigées aux peuples conquis. La dite Triple Alliance, formée par Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan, fit des Aztèques la puissance la plus redoutable du continent. Tenochtitlan, construite sur une série d'îles artificielles et reliée à la terre ferme par des chaussées et des aqueducs, était une ville étonnante. Les chroniqueurs espagnols qui la connurent parlaient de marchés où se rassemblaient des dizaines de milliers de personnes, de temples pyramidaux qui s'élevaient vers le ciel et d'une organisation urbaine qui surpassait de nombreuses villes européennes de leur époque. Le temple Mayor, dédié à Huitzilopochtli et à Tlaloc, dieu de la pluie, était le cœur spirituel de l'Empire. Là se réalisaient des sacrifices humains qui, au-delà de l'horreur qu'ils inspiraient aux Européens, avaient un profond sens religieux, maintenir l'équilibre cosmique et assurer le mouvement du Soleil. Le pouvoir de l'empereur, ou Hueytlatoani, était absolu. Il gouvernait avec une autorité militaire et religieuse, assisté par des prêtres, des nobles et des guerriers. Au sommet de ce système se trouvait Moctezuma II, qui en 1502 hérita d'un empire vaste et prospère, mais soutenu sur l'oppression des peuples soumis. Ce ressentiment interne serait, des années plus tard, l'une des fissures qui permettrait sa chute. Au sud du territoire aztèque, entre les jungles de l'actuel Yucatan, du Guatemala et du Honduras, subsistaient les derniers vestiges d'une autre grande civilisation, les Mayas. Leur apogée s'était produit plusieurs siècles auparavant, entre les années 250 et 900 de notre ère, lorsque des villes comme Tikal, Palenque, Copan et Calakmul dominaient le paysage mésoaméricain. Les Mayas avaient développé un système d'écriture hiéroglyphique, des connaissances astronomiques précises et une architecture monumentale reflétant leur vision de l'univers. Chaque cité-État était indépendante et gouvernée par une élite sacerdotale et guerrière. La religion imprégnait chaque aspect de la vie, le temps, les rituels, les sacrifices, la guerre. Leur calendrier de 365 jours, basé sur l'observation des mouvements du Soleil et des étoiles, était aussi précis que le calendrier grégorien que l'Europe adopterait des siècles plus tard. À partir du Xe siècle, les grandes villes mayas de la période classique s'effondrèrent pour des causes encore débattues, guerres internes, épuisement agricole, sécheresse prolongée ou surpopulation. Cependant, l'héritage maya ne disparut pas. Des villes ultérieures, comme Chichen Itza et Mayapan, poursuivirent leur tradition culturelle, et lorsque les Espagnols arrivèrent au XVIe siècle, ils trouvèrent encore des communautés mayas organisées et résistantes au cœur de la jungle. Leur connaissance des étoiles, des mathématiques et de l'architecture survécut au temps, inscrite dans la pierre et dans des codex que le feu de la conquête effaça presque entièrement. Au-delà de l'isthme de Panama, à l'autre extrémité du continent, s'élevait l'empire Inca, un colosse qui dominait la cordillère des Andes et étendait son autorité sur plus de 3000 km, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Sa capitale, Cusco, était considérée comme le nombril du monde, un centre sacré tracé selon un plan géométrique et symbolique reflétant l'ordre cosmique. Les Incas avaient accompli ce que peu de civilisations sans écriture phonétique atteignirent, unifier des dizaines de peuples distincts sous une administration efficace et centralisée.
La figure du Sapa Inca, descendant du dieu soleil Inti, incarnait à la fois le pouvoir politique et spirituel. Sa parole était loi et son image vénérée comme divine. Le secret du pouvoir Inca résidait dans son organisation. Grâce au système de l'Aielu, les communautés paysannes partageaient les terres et le travail collectif. Les récoltes s'étaient distribuées selon les besoins de l'État, des temples et des villages. Chaque province était reliée à Cusco par un réseau de routes, le Capacñan, qui traversait montagnes, déserts et vallées. Le long de ces routes, les chasquis, messagers parcourant de grandes distances, transmettaient ordres et nouvelles en utilisant des quipus, des cordes avec des nœuds colorés enregistrant des informations numériques. À une époque sans roues ni grandes bêtes de somme, les Incas réussirent à articuler un empire aussi vaste que l'Empire romain. Leur architecture, basée sur l'assemblage parfait de blocs de pierre sans mortier, témoignait d'une maîtrise technique impressionnante. Des forteresses comme Sacsayhuaman, des temples comme le Coricancha et des villes comme Machu Picchu, cachées entre les montagnes, symbolisaient le pouvoir et la spiritualité de l'État. Mais l'éclat du Tahuantinsuyo cachait aussi des fragilités. Le système de succession de l'Inca n'était pas clairement défini, et les disputes dynastiques débouchaient souvent sur des guerres civiles. Dans les années précédant l'arrivée des Européens, l'Empire était divisé par un conflit entre les frères Huáscar et Atahualpa, fils du défunt empereur Huayna Capac. Cette guerre fratricide affaiblit les structures politiques et militaires du Tahuantinsuyo juste avant que les hommes de Francisco Pizarro ne débarquent sur ses côtes. Le destin du dernier grand empire d'Amérique du Sud était scellé avant qu'une seule arme ne soit tirée. Pendant ce temps, dans d'autres régions du continent, des civilisations plus petites mais non moins complexes prospéraient. Dans l'actuel territoire de la Colombie, les Muiscas cultivaient l'or avec une précision artistique extraordinaire et pratiquaient des rituels qui inspireraient la légende de l'Eldorado. Au nord, les Toltecs avaient laissé leur empreinte sur les sculptures de Tula et dans la mythologie de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes qui, des siècles plus tard, serait rappelé par les Aztèques comme une divinité promettant de revenir de l'Orient. Dans les plaines du nord de l'Argentine, dans les déserts du Chili ou dans les jungles de l'Amazonie, des centaines de peuples maintenaient leur propre structure sociale, croyances et langues, formant une mosaïque humaine aussi vaste que le continent lui-même. L'Amérique, à la veille du contact européen, était un monde plein, divers et autosuffisant. Des terrasses agricoles des Andes aux temples étagés de l'altiplano mexicain, des cénotes sacrées du Yucatan au réseau d'échanges traversant les Caraïbes, tout répondait à une logique différente, étrangère à l'ambition mercantile de l'Europe. Les sociétés américaines n'avaient pas besoin de découvrir le monde, elles l'habitaient depuis des millénaires. Et tandis que le soleil se couchait sur les pyramides de Tenochtitlan et que les quipus de Cusco continuaient à enregistrer la vie d'un empire en équilibre, de l'autre côté de l'océan, les rois de Castille et d'Aragon se préparaient à envoyer de nouvelles expéditions. Le temps de l'isolement était terminé. L'arrivée des conquistadors. Lorsque les nouvelles des découvertes de Christophe Colomb se répandirent en Europe, la fièvre de la conquête s'empara des royaumes ibériques. En quelques décennies, une génération d'hommes endurcis par la guerre, poussés par la foi, l'ambition et la gloire personnelle, traversa l'océan pour revendiquer au nom de la couronne espagnole les terres et les trésors du Nouveau Monde. Ils étaient soldats, aventuriers et visionnaires, mais aussi opportunistes voyant en l'Amérique une promesse de fortune et de pouvoir. Parmi eux, 3 noms se distinguèrent et deviendraient synonymes de conquête et de tragédie. Hernán Cortés, Francisco Pizarro et Pedro de Alvarado. Né à Medellín, en Estrémadure, en 1485, Hernán Cortés grandit dans une famille de hidalgos sans fortune. Il étudia le droit à Salamanque, mais abandonna rapidement ses études pour chercher des opportunités dans le Nouveau Monde. En 1504, il voyagea à Hispaniola et quelques années plus tard participa à la conquête de Cuba, où il gagna la confiance du gouverneur Diego Velázquez. Astucieux, charismatique et ambitieux, Cortés était un homme qui comprenait que l'histoire se faisait avec audace. En 1518, Velázquez lui confia le commandement d'une expédition vers le continent, mais s'en repentit bientôt. Cortés, désobéissant aux ordres, partit de son propre chef le 10 février 1519 avec 11 navires, environ 500 hommes, quelques chevaux et une poignée de canons.
Il débarqua sur les côtes de Veracruz, où il fonda une villa au nom du roi et établit le premier cabildo de l'Amérique continentale. Cette décision scella son indépendance politique vis-à-vis de Cuba. Peu de temps après, il rencontra une femme qui allait changer le cours de l'histoire, Malinali Tenepatl, connue des Espagnols sous le nom de la Malinche. Elle parlait le nahuatl et le maya et devint interprète, conseillère et alliée stratégique. Grâce à elle, Cortés établit un contact avec les peuples soumis au pouvoir mexicain et forgea des alliances avec les ennemis des Aztèques, comme les Tlaxcaltecas. Son génie militaire et sa capacité à exploiter les divisions internes lui permirent d'avancer vers le cœur de l'empire le plus puissant de Mésoamérique. En novembre 1519, il arriva à Tenochtitlan, où il fut reçu par l'empereur Moctezuma II. Ce qui commença comme une rencontre diplomatique se transforma en occupation militaire. Cortés fit prisonnier l'empereur et utilisa sa figure comme outil de contrôle. Cependant, l'arrivée de renforts de Cuba sous le commandement de Pánfilo de Narváez l'obligea à quitter temporairement la ville. Il revint peu après, mais l'ambiance avait changé. La violence éclata. En 1520, lors d'une révolte, Moctezuma fut assassiné et les Espagnols furent expulsés lors de la dite Noche Triste. Cortés ne se rendit pas. Il réorganisa ses forces, établit un siège prolongé et, avec l'aide de ses alliés indigènes, conquit la ville le 13 août 1521. Tenochtitlan fut rasée et sur ses ruines naquit la ville de Mexico, capitale du nouveau vice-royaume de la Nouvelle-Espagne. Tandis que Cortés consolidait son pouvoir dans le nord, un autre Estrémadurien, Francisco Pizarro, rêvait de richesses encore plus grandes. Né à Trujillo vers 1478, il était fils illégitime et analphabète. Il servit dans des expéditions au Panama aux côtés de Vasco Núñez de Balboa, le découvreur de la mer du Sud, océan Pacifique. Dans ces terres, il entendit parler d'un royaume fabuleux au sud, rempli d'or et gouverné par un monarque tout-puissant. Décidé à le trouver, il organisa plusieurs expéditions entre 1524 et 1531, affrontant famine, maladie et mutinerie. Enfin, il arriva sur les côtes de l'actuel Pérou, où il fut reçu par des émissaires de l'Empire Inca. Les présents en or qu'ils lui offrirent confirmèrent ses soupçons. Il avait trouvé la terre des légendes. Avec le soutien du roi Charles Ier et la signature de la capitulation de Tolède en 1529, Pizarro obtint le droit de conquérir et de gouverner ces terres. Il partit de Panama avec un peu plus de 180 hommes, 27 chevaux et 4 canons. En 1532, il arriva à Cajamarca, où se trouvait l'empereur Atahualpa, récent vainqueur d'une guerre civile contre son frère Huáscar. Pizarro l'invita à une rencontre, feignant le respect. Mais pendant la réunion, les Espagnols tendirent une embuscade. Des milliers d'Incas furent massacrés et Atahualpa fut capturé. En échange de sa liberté, l'empereur offrit de remplir une pièce d'or et d'argent. Il tint sa promesse, mais fut exécuté malgré tout, étranglé le 26 juillet 1533. Pizarro marcha vers Cusco, la capitale sacrée, et la prit sans résistance. Sur ses temples, il érigea des églises et sur l'ordre solaire du Tahuantinsuyo, il imposa la croix chrétienne. En 1535, il fonda la Cité des Rois, aujourd'hui Lima, d'où il administra son domaine. Cependant, la cupidité et les rivalités entre conquérants se retournèrent bientôt contre lui. En 1541, il fut assassiné dans sa propre maison par les partisans de Diego de Almagro, son ancien associé. Son corps resta abandonné dans les rues de Lima, tandis que l'empire qu'il avait conquis commençait à se fragmenter sous l'administration de la couronne. En plus de la légendaire infamie de son commandant, parmi les hommes de Cortés se distinguait l'un par sa férocité et son audace. Pedro de Alvarado, né à Badajoz vers 1485. Blond, aux yeux clairs et au tempérament impulsif, les indigènes le surnommèrent Tonatiuh, le dieu du soleil. Il participa à la conquête du Mexique et fut l'un des capitaines les plus redoutés. Après la chute de Tenochtitlan, Cortés l'envoya soumettre le Guatemala et le Salvador. Là, Alvarado fit preuve d'une brutalité implacable. En 1524, lors de la bataille de Quetzaltenango, il affronta les Quichés commandés par leur seigneur Tekun Uman, qui, selon la légende, mourut en affrontant Alvarado en combat singulier. Les campagnes d'Alvarado étendirent la domination espagnole sur une grande partie de l'Amérique centrale.
Il fonda la ville de Santiago de los Caballeros de Guatemala, qui deviendrait le centre politique de la région. Mais son ambition n'avait pas de limite. Il tenta de participer à la conquête du Pérou, mais fut rejeté par Pizarro. Puis il entreprit une expédition vers Quito, où il mourut en 1541, écrasé par un cheval lors d'un accident militaire. Sa figure resta marquée par le contraste entre son courage et sa cruauté, symbole d'une époque où la conquête se confondait avec la destruction. En à peine un demi-siècle, la couronne espagnole était passée d'une poignée d'expéditions incertaines à la maîtrise d'un continent entier. Les conquistadors furent récompensés par des titres, des encomiendas et la renommée, mais laissèrent également derrière eux un monde en ruine et une nouvelle société en gestation. Les pyramides furent transformées en églises, les chemins en routes impériales, et les anciens dieux furent remplacés par le crucifix et l'épée. L'Amérique avait été conquise, mais le coup de cette victoire commençait à peine à s'écrire. La chute de l'Empire aztèque. En 1519, lorsque Hernán Cortés débarqua sur les côtes du golfe du Mexique, l'Empire aztèque était à l'apogée de sa puissance. Depuis sa capitale, Tenochtitlan, une ville de canaux, chaussées et temples pyramidaux, l'empereur Moctezuma II gouvernait des millions de sujets. Ses armées avaient soumis presque tous les peuples de la vallée centrale et de l'altiplano, de Veracruz à Oaxaca, et les tribus affluaient en caravanes interminables d'or, de jade, de cacao et de plumes de quetzal. Mais cette prospérité reposait sur un équilibre précaire, le ressentiment des peuples opprimés, la rigidité de sa religion guerrière et la foi aveugle dans les présages annonçant la fin des temps. Venus de l'Est, les vents apportaient des rumeurs. Pêcheurs et marchands affirmaient avoir vu des tours flottantes se déplacer sur la mer. Moctezuma, inquiet, consulta ses prêtres et astronomes. Les augures étaient sombres. Certains se souvenaient d'une ancienne prophétie. Le retour du dieu Quetzalcoatl, seigneur de la sagesse, exilé des siècles auparavant, qui devait revenir par l'Est. Lorsque Cortés arriva avec ses hommes, les armes à feu, les chevaux et les cuirasses brillantes semblaient confirmer la prophétie. Moctezuma crut affronter des êtres divins. Cortés, en revanche, comprit que le mythe pouvait devenir son meilleur allié. L'avancée espagnole vers l'intérieur fut méthodique et calculée. Sur sa route, Cortés établit le contact avec les Totonacs et les Tlaxcaltecas, ennemis historiques des Mexicas. Par la diplomatie et la menace, il parvint à sceller des alliances cruciales. Les Tlaxcaltecas, qui avaient résisté pendant des décennies au pouvoir de Tenochtitlan, virent dans les nouveaux venus l'occasion de se venger. Des milliers de leurs guerriers se joignirent au contingent espagnol, transformant une force de seulement 500 hommes en une armée d'invasion. Le 8 novembre 1519, Cortés et ses alliés entrèrent à Tenochtitlan. Moctezuma les reçut avec honneur, leur offrant l'hébergement dans le palais d'Axayacatl, son père. Les chroniqueurs décrivirent la capitale comme une cité prodigieuse, construite sur le lac de Texcoco, avec des chaussées la reliant au continent et des canaux où circulaient des canoës chargés de fleurs, de nourriture et de marchandises. Les Espagnols furent éblouis par sa grandeur. Mais sous l'apparente cordialité, les deux camps se méfiaient l'un de l'autre. Peu après leur arrivée, Cortés fit prisonnier Moctezuma sous prétexte de maintenir la paix. Pendant des mois, il gouverna la ville à travers l'empereur captif, tandis qu'il envoyait des explorateurs dans les provinces pour consolider son pouvoir. La tension montait. Au printemps 1520, Cortés apprit que Panfilo de Narvaez, envoyé par le gouverneur Velázquez de Cuba, avait débarqué à Veracruz avec l'ordre de l'arrêter. Il quitta Tenochtitlan avec une partie de son armée pour l'affronter. Il battit Narvaez et absorba ses hommes, mais en son absence, le désastre éclata. Le capitaine Pedro de Alvarado, laissé aux commandes, avait ordonné un massacre lors d'une cérémonie religieuse au Templo Mayor, provoquant un soulèvement général. Lorsque Cortés revint, il trouva la ville en guerre. Les Aztèques assiégèrent les Espagnols dans le palais d'Axayacatl. Moctezuma, tentant de jouer le rôle de médiateur, fut lapidé par son propre peuple et mourut peu après, bien que les versions sur sa mort diffèrent. La situation était insoutenable. Dans la nuit du 30 juin 1520, les Espagnols tentèrent de fuir sous la pluie, transportant l'or qu'ils avaient pillé. Ils furent découverts et poursuivis par les guerriers mexicains. Des centaines moururent noyés ou transpercés par des lances sur les ponts effondrés.
Cette journée passerait à l'histoire comme la Noche triste. Cortés réussit à s'échapper avec quelques hommes et à se réfugier à Tlaxcala, où il réorganisa son armée. Pendant ce temps, à Tenochtitlan, les Aztèques élurent comme nouvel empereur Cuitlahuac, qui résista avec succès aux premières attaques espagnoles, mais mourut peu après victime de la variole, une maladie inconnue apportée par les Européens. Son successeur, Cuauhtémoc, n'avait qu'une vingtaine d'années lorsqu'il prit le commandement de l'Empire. Malgré sa jeunesse, il fit preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. Il prépara la défense de la capitale avec ingéniosité, fortifia les accès et réorganisa ses troupes, mais la ville était déjà assiégée par un ennemi plus impitoyable que les armes, l'épidémie. En mai 1521, Cortés lança le siège final. Avec l'aide de charpentiers et de marins, il construisit 13 brigantines, de petits navires de guerre, pour dominer le lac et couper les approvisionnements. Les forces combinées d'Espagnols et de Tlaxcaltèques avancèrent par les chaussées, détruisant systématiquement les défenses mexicaines. Le combat fut acharné. Chaque rue, chaque temple et chaque canal devinrent un champ de bataille. Les Aztèques combattaient jusqu'au dernier homme, tandis que la faim et les maladies décimaient la population. Les récits des chroniqueurs parlent de cadavres amoncelés dans les canaux et d'un air chargé de fumée et de cendres. Pendant plus de 3 mois, Tenochtitlan résista. Cortés offrit plusieurs fois la reddition, mais Cuauhtémoc refusa. Le 13 août 1521, épuisé et sans nourriture, le jeune empereur tenta de fuir en canoë, mais fut capturé. Lorsqu'il fut présenté à Cortés, il prononça les mots qui restèrent gravés dans la mémoire de la conquête. « J'ai fait tout ce que je devais, moi et mon royaume, pour me défendre. Je ne peux plus. Prends ce poignard et tue-moi de tes mains. » Cortés, impressionné, lui épargna la vie, mais l'empire avait disparu. Tenochtitlan fut rasé. Les pyramides furent détruites, les temples démantelés pierre par pierre, et les canaux comblés pour laisser place à des rues et des places. Sur les ruines de la grande capitale aztèque s'éleva Mexico-Tenochtitlan, capitale du vice-royaume de la Nouvelle-Espagne. Le lac commença à s'assécher. Les coutumes furent interdites et les dieux remplacés par des saints et des crucifix. Les survivants furent répartis en encomienda, obligés de travailler pour les nouveaux seigneurs espagnols. Cortés, devenu gouverneur, envoya des rapports au roi Charles Ier décrivant l'ampleur de sa conquête et justifiant ses actions comme une entreprise d'évangélisation. Mais après la gloire vint la méfiance. La couronne réduisit son pouvoir, craignant que le conquistador ne devienne trop puissant. En 1528, il retourna en Espagne et fut reçu avec honneur, bien qu'il ne reprit jamais le même contrôle sur les terres qu'il avait conquises. Son exploit, cependant, était déjà irréversible. Le monde ancien des Mexicas avait disparu pour toujours, et sur ses ruines s'élevait une nouvelle civilisation métisse, née du sang, du fer et de la foi. La conquête de l'Empire Inca. Au cœur des Andes, le Tahuantinsuyo, mieux connu sous le nom d'Empire Inca, s'étendait de l'actuel Équateur jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine. C'était un monde de montagnes et de terrasses, de chemins traversant des abîmes et de temples baignés d'or. Gouverné depuis Cusco, sa capitale sacrée, l'Empire avait atteint une sophistication politique et administrative sans précédent en Amérique. Mais lorsque les hommes de Francisco Pizarro arrivèrent sur ses côtes en 1532, l'unité de l'Empire était fragilisée. Une guerre civile entre les frères Huáscar et Atahualpa avait déchiré sa structure interne et laissé son armée affaiblie. Le destin du Tahuantinsuyo était déjà scellé avant que le premier coup de mousquet ne soit tiré. La graine de la ruine avait été semée des années auparavant. Le grand empereur Huayna Capac, fils de Tupac Yupanqui, avait étendu le domaine Inca jusqu'à Quito et consolidé un réseau de routes, de fortifications et de centres administratifs qui maintenaient la cohésion de ce vaste territoire. Mais en 1527, alors qu'il se trouvait dans le nord, une épidémie inconnue, probablement la variole apportée par les Européens, l'atteignit. Il mourut à Quito aux côtés de son héritier désigné Ninankuyuchi. Sans successeur clair, l'empire se divisa entre ses 2 fils, Huáscar, qui régnait depuis Cusco, et Atahualpa, qui contrôlait les provinces du nord. La rivalité dégénéra en une guerre sanglante. Après des années de combat, Atahualpa sortit victorieux, mais son triomphe arriva juste au moment où les navires de Pizarro touchaient terre. Francisco Pizarro, originaire de Trujillo, en Estrémadure,
avait entendu les légendes sur un royaume doré pendant ses années à Panama. Pauvre, analphabète et de caractère tenace, il avait participé aux expéditions de Vasco Núñez de Balboa et survécu aux jungles, mutineries et tempêtes. En 1529, il obtint du roi Charles Ier la capitulation de Tolède, qui lui accordait le droit de conquérir et de gouverner les terres du Sud. Avec à peine 180 hommes, 27 chevaux et une poignée de mousquets, il partit vers le sud à la recherche de cet empire légendaire. Son petite armée comprenait des figures décisives comme Diego de Almagro et le prêtre Vicente de Valverde. En novembre 1532, Pizarro arriva à Cajamarca, une ville perchée dans le nord du Pérou. Là se trouvait Atahualpa, qui avait établi son camp avec une armée de dizaines de milliers de soldats. L'Inca, confiant en son pouvoir, accepta de rencontrer les étrangers. Selon les chroniques, il sortit à leur rencontre accompagné de sa cour, paré d'or et de plumes, tandis que les Espagnols se cachaient autour de la place. Le frère Valverde s'avança avec un crucifix et une Bible, lui demandant d'accepter la foi chrétienne et de se soumettre au roi d'Espagne. Atahualpa, irrité, jeta le livre par terre. Ce fut le signal. Pizarro ordonna l'attaque. Les canons tonnèrent, les chevaux jaillirent dans la foule et le son du métal résonna contre les murs de pierre. Des milliers d'Incas furent massacrés en quelques heures. Atahualpa fut capturé, tandis que ses généraux étaient dispersés. Le conquérant comprit qu'avec l'empereur entre ses mains, il possédait le cœur de l'empire. Il le garda prisonnier dans un palais et l'obligea à gouverner depuis sa captivité. Atahualpa, désespéré de retrouver sa liberté, proposa de remplir une salle d'or et d'argent jusqu'où la main d'un homme pouvait atteindre. Pendant des mois, les temples et sanctuaires de l'Empire furent dépouillés de leurs trésors pour tenir sa promesse. Mais une fois la rançon livrée, Pizarro le trahit. Le 26 juillet 1533, Atahualpa fut exécuté à Cajamarca. Avant de mourir, il accepta le baptême chrétien pour éviter d'être brûlé vif et fut étranglé avec une corde. Sa mort marqua la fin symbolique du Tahuantinsuyo. Les conquistadors marchèrent vers Cusco, la capitale impériale, où les temples d'or furent pillés et les idoles détruites. Les Incas, paralysés par la confusion et l'absence de leadership, purent à peine résister. En novembre 1533, Pizarro entra dans la ville sans affronter de bataille décisive. Là, il couronna un Inca marionnette, Manco Inca, dans l'intention de légitimer son pouvoir. Cependant, le jeune monarque comprit vite qu'il n'était qu'un instrument et en 1536, il se révolta. La grande rébellion de Cusco fut la dernière tentative des Incas pour restaurer leur empire. Manco Inca rassembla une armée de dizaines de milliers de guerriers et assiégea la ville pendant des mois. Les Espagnols résistèrent dans les temples transformés en forteresses, tirant des arquebuses et des canons contre les murs sacrés. Les chroniques décrivent des pluies de flèches enflammées et le son constant des tambours de guerre. Mais les armes à feu, les chevaux et les alliances indigènes scellèrent à nouveau le résultat. Manco fut vaincu et s'enfuit vers la jungle de Vilcabamba, où il établit un royaume indépendant qui survécut près de 40 ans. Pendant ce temps, Pizarro consolidait son pouvoir. En 1535, il fonda la ville de Lima, appelée Cité des Rois, qui devint rapidement la capitale du vice-royaume du Pérou. Mais l'ambition, qui avait été sa force, serait aussi sa perte. Les disputes avec son associé Diego de Almagro devinrent sanglantes. Tous deux réclamèrent la gouvernance des nouvelles terres. En 1538, Almagro fut capturé et exécuté sur ordre de Pizarro, déclenchant un cycle de vengeance. 3 ans plus tard, le 26 juin 1541, un groupe d'almagristes fit irruption dans la maison du conquistador à Lima et le tua à coups de couteau. Il mourut en se vidant de son sang, traçant une croix de ses propres doigts sur le sol. Le Tahuantinsuyo se transforma en vice-royaume sous l'autorité de la couronne espagnole. Les temples furent remplacés par des églises, les quipus interdits et les langues natives supprimées au profit de l'espagnol. L'or et l'argent extraits des mines de Potosi et Huancavelica alimentèrent le pouvoir de l'Espagne pendant plus d'un siècle. L'organisation communautaire de l'Ayllu fut détruite par le système des encomiendas, et les routes du Capacñan devinrent des voies coloniales au service du commerce impérial. Dans les montagnes de Vilcabamba, les descendants de Manco Inca maintinrent leur résistance jusqu'en 1572, lorsque Tupac Amaru Promem, le dernier souverain Inca,
fut capturé et décapité à Cusco. Sa mort mit fin définitivement à la dynastie impériale qui avait gouverné les Andes pendant plus de 3 siècles. L'écho des tambours sacrés s'éteignit sous le carillon des cloches coloniales, et les temples du soleil se transformèrent en cathédrales. L'empire du soleil avait disparu, et sur ses ruines naissait le règne de l'or et de la croix. Les armes, les chevaux et les maladies. Lorsque les peuples d'Amérique ont vu pour la première fois les conquistadors européens, ils n'ont pas affronté seulement une poignée d'hommes, mais un système militaire inconnu. Sur les navires qui traversaient l'Atlantique voyageaient des technologies, des animaux et des micro-organismes qui allaient transformer à jamais l'histoire du continent. Les épées en acier, les arquebuses, la poudre, les chevaux et surtout les maladies sont devenus des armes aussi décisives que la stratégie ou le courage. La supériorité militaire des envahisseurs ne résidait pas uniquement dans la force physique, mais dans la différence de monde qui les séparait. En Europe, la guerre avait évolué pendant des siècles sous le poids de la métallurgie et de l'ingénierie. Les armées castillanes du XVIe siècle disposaient d'épées en acier de Tolède, résistantes et flexibles, forgées avec une technique combinant le fer et le carbone en couches alternées. Les conquistadors portèrent des armures, des casques et des boucliers en métal, capables de résister aux armes en pierre ou en bois utilisées par les peuples américains. S'y ajoutaient les arbalètes et les arquebuses, des armes à feu primitives qui, bien que lentes et peu précises, produisaient un effet dévastateur. Le bruit, la fumée et le feu semaient la panique parmi des ennemis qui n'avaient jamais entendu un tir. En revanche, les guerriers indigènes combattaient avec courage et organisation, mais avec un armement rudimentaire. Dans la vallée de Mexico, les Aztèques utilisaient le macuahuitl, une épée en bois avec des tranchants en obsidienne capables de couper avec précision, mais qui se fendait au premier coup contre le métal. Dans les Andes, les Incas utilisaient des frondes, des lances et des massues, efficaces au corps à corps, mais inutiles face à l'artillerie espagnole. Leurs armures en coton pressé, bien que légères, ne pouvaient arrêter ni les lames ni les balles. Cependant, ce n'était pas seulement la technologie qui inclinait la balance, mais la manière de faire la guerre. Les Européens étaient habitués à la violence totale. La guerre médiévale reposait sur la destruction et la conquête définitive de l'ennemi. En revanche, de nombreuses sociétés américaines concevaient la guerre comme un acte rituel. Parmi les Aztèques, par exemple, les guerres fleuries visaient à capturer des prisonniers pour le sacrifice, et non à anéantir l'adversaire. Cette différence conceptuelle fut fatale. Les conquistadors n'offrirent pas de trêve, et ne respectaient ni temple ni hiérarchie sacrée. Ils attaquaient pour soumettre et détruire. La surprise tactique, l'usage de la terreur et l'exécution publique des chefs locaux brisèrent le moral des peuples entiers. Mais aucune innovation technologique ne causa plus d'étonnement que la présence du cheval. Disparu d'Amérique depuis des millénaires, sa réapparition avec les Espagnols eut un impact psychologique inestimable. Les indigènes voyaient dans cet animal un être mythologique, une fusion de l'homme et de la bête. Les cavaliers semblaient des créatures surnaturelles capables de traverser les foules avec lances et épées. Les chevaux offraient vitesse, hauteur et force, des avantages inconnus sur un continent où la guerre se livrait toujours à pied. En plein air, leur irruption pouvait décider d'une bataille en quelques secondes. Les conquérants les utilisaient non seulement comme armes, mais aussi comme symbole de pouvoir. Dans leur campagne, Hernán Cortés et Francisco Pizarro prenaient davantage soin de leurs chevaux que de nombreux hommes. C'étaient des animaux précieux, rares et difficiles à remplacer. Chacun était identifié par son nom et son caractère. Certains devinrent légendaires, comme le cheval Marcos que monta Cortés à Tenochtitlan, ou Sultan, la monture de Pizarro. Les indigènes apprirent rapidement à les distinguer et à les attaquer en premier, mais au début, la peur était totale. Les chroniques racontent que les guerriers mexicains croyaient que le cheval et le cavalier partageaient une seule âme. À mesure que la conquête avançait, les chevaux se multiplièrent dans les plaines et s'adaptèrent au nouveau continent. En quelques décennies, les peuples indigènes du Nord et du Sud apprendraient à les dompter et à les intégrer à leur culture, transformant même leur mode de vie. Mais durant les premières années de la conquête, le cheval fut l'emblème du pouvoir européen, l'image de la domination. Pourtant, ni l'acier ni la cavalerie ne furent les armes les plus décisives de la rencontre.
Ce fut quelque chose d'invisible, les virus et bactéries que les Européens apportèrent sans le savoir. Dans le corps des conquérants voyageaient des maladies contre lesquelles les peuples américains n'avaient aucune défense. La variole, la rougeole, la grippe et la peste bubonique se propagèrent avec une rapidité brutale, précédant même les armées. Dans certains cas, l'épidémie arrivait avant les troupes. La variole fut la plus mortelle. En 1520, un esclave africain infecté débarqua au Mexique avec l'expédition de Panfilo de Narvaez. En quelques semaines, la maladie se répandit dans toute la vallée, atteignant Tenochtitlan en plein siège. Les corps se couvraient de plaies, la fièvre les consumait, et la panique désorganisait les défenses. Des milliers de personnes moururent, y compris l'empereur Cuitlahuac, successeur de Moctezuma. L'épidémie fit en quelques mois ce que les canons n'avaient pas réussi en années. Les chroniqueurs aztèques racontèrent comment les rues furent couvertes de cadavres et les temples vides de prêtres. Au sud, l'impact fut égal ou supérieur. Avant que Pizarro n'arrive à Cajamarca, la variole avait déjà atteint les Andes, probablement transportée par des commerçants ou des messagers depuis l'Amérique centrale. L'épidémie tua l'empereur Huayna Capac et son héritier, déclenchant la guerre civile qui affaiblit l'Empire juste avant l'invasion espagnole. En quelques décennies, la population indigène d'Amérique passa d'environ 60 millions à moins de 10. Les montagnes, vallées et jungles se remplirent de villages déserts. Les Européens crurent que c'était un signe divin légitimant leur conquête. En plus de la variole, d'autres maladies ont suivi leur cours dévastateur. La rougeole a ravagé des communautés entières, la grippe s'est propagée par les routes commerciales des Caraïbes et le paludisme s'est étendu depuis l'Afrique avec les navires esclavagistes. Dans de nombreux endroits, les Européens ont trouvé des régions dépourvues de population, sans avoir besoin de livrer bataille. Ce qui pour les conquérants était une providence ou une intervention divine, pour les peuples autochtones fut la fin du monde. Paradoxalement, l'échange n'a pas été unidirectionnel. De l'Amérique sont arrivés en Europe des maux tels que la syphilis, qui s'est propagée sur le continent à la fin du XVe siècle. Mais le déséquilibre fut abyssal. Alors que les Européens s'adaptaient à de nouvelles maladies, les populations indigènes furent décimées sans possibilité de récupération. À la guerre militaire s'ajouta une guerre biologique inconsciente qui changea la démographie, l'économie et la culture du continent. Le triomphe des conquérants ne fut pas seulement dû à la force des armes ou à l'astuce de leurs chefs. Ce fut le résultat d'un choc inégal entre deux mondes, l'un endurci par des siècles de guerre, de peste et de métallurgie, et l'autre isolé, spirituel et agricole. La poudre, le cheval et la variole furent les trois piliers d'une domination qui transforma l'histoire universelle. La conquête de l'Amérique ne fut pas une seule guerre, mais une succession de cataclysmes, biologiques, culturels et moraux. Le prix de cette rencontre fut l'effondrement de civilisations entières, effacées non tant par l'acier que par le souffle invisible de l'Europe. Le rôle de l'Église et des missionnaires. Après la conquête militaire vint une conquête plus silencieuse, plus profonde et durable, celle de l'âme. Dès les premiers débarquements dans les Caraïbes, les rois catholiques avaient clairement indiqué que l'expansion de leur empire devait s'accompagner de la diffusion du christianisme. Chaque nouvelle expédition était, officiellement, une entreprise spirituelle, une croisade destinée à sauver les âmes des peuples nouvellement découverts. Mais sous cette mission sacrée se cachait aussi l'instrument idéologique qui justifierait des siècles de domination. Sur les étendards des caravelles flottaient des croix. Derrière chaque soldat marchait un prêtre. Le processus commença presque immédiatement après les voyages de colons. En 1493, le pape Alexandre VI émit les bulles alexandrines qui accordaient aux monarques de Castille et d'Aragon la domination sur les terres du Nouveau Monde, à condition d'évangéliser leurs habitants. Ainsi naissait le patronat royal, un accord qui accordait à la couronne le contrôle de l'organisation religieuse en Amérique. L'Église et l'État s'entremêlaient dans une même mission, convertir et gouverner. Dans les premières décennies du XVIe siècle, tandis que les conquistadors étendaient leur contrôle territorial, arrivaient également les ordres religieux. Franciscains, dominicains, augustins et plus tard jésuites se dispersèrent dans les nouveaux territoires en fondant églises, couvents et missions. Leur travail combinait l'enseignement de la foi avec la réorganisation totale de la vie indigène. Les missionnaires apprenaient les langues locales,
traduisaient les catéchismes et détruisaient les temples païens pour y ériger croix et autels. Dans les ruines des centres cérémoniels mayas, aztèques ou incas, s'élevèrent des cathédrales. Les pierres des anciens temples furent réutilisées dans les murs des nouveaux. Le processus d'évangélisation fut aussi complexe que contradictoire. Certains religieux voyaient leur travail comme une entreprise d'amour et de rédemption. D'autres le comprenaient comme une imposition violente de l'ordre divin. Les peuples autochtones furent obligés d'assister à la messe, de se faire baptiser et d'abandonner leur Dieu. Les images et les idoles furent détruites ou enterrées. Les anciens prêtres indigènes, porteurs d'une sagesse millénaire, furent persécutés, torturés ou exécutés comme hérétiques. Aux yeux de l'Europe, l'Amérique devait être purifiée du paganisme, quitte à effacer sa mémoire. Cependant, il y eut des missionnaires qui devinrent des voix de conscience. Le plus célèbre fut le frère Bartolomé de Las Casas, un dominicain né à Séville en 1484, qui était arrivé en Amérique comme encomandero et finit par devenir son critique le plus féroce. Après avoir été témoin de la cruauté des colons à la Hispaniola et à Cuba, il renonça à ses privilèges et consacra sa vie à défendre les droits des indigènes. Dans son œuvre « Brève relation de la destruction des Indes », écrite en 1552, il dénonça les abus, les massacres et l'esclavage auxquels les autochtones étaient soumis. Ses paroles parcoururent l'Europe et provoquèrent un débat moral sans précédent. Casas soutenait que les indigènes étaient des êtres rationnels, capables de recevoir la foi sans violence. Sa voix influença la promulgation des nouvelles lois de 1542, qui tentèrent, bien que sans succès total, de limiter le pouvoir des encomenderos. La tension entre l'évangélisation et l'exploitation définissait le visage spirituel du continent. Alors que certains religieux prêchaient la compassion, d'autres accompagnaient les campagnes militaires, bénissant les armes et légitimant les guerres de conquête comme des guerres justes. La religion devint la langue du pouvoir. Le baptême équivalait à la soumission politique, et les nouvelles villes naissaient sous l'invocation de saints, San Juan de Ulúa, Santiago de Guatemala, Santa Fe de Bogota, Lima de los Reyes. La carte américaine se remplit de noms chrétiens, remplaçant la géographie ancestrale par une cartographie spirituelle européenne. Les missions furent l'un des mécanismes de contrôle les plus efficaces. Les frères rassemblaient les indigènes dispersés dans des réductions ou des villages organisés selon un modèle chrétien, église au centre, place principale et habitation alignée. Là, on enseignait la doctrine, le travail agricole, la musique et l'obéissance. Ce modèle permit à la couronne d'administrer de grandes populations avec peu de ressources. Les ordres religieux servaient d'intermédiaires entre les indigènes et les fonctionnaires royaux, créant une structure paternaliste qui perdurerait pendant des siècles. Dans des régions comme le Paraguay, les jésuites construisirent de véritables villes théocratiques, où la foi et la discipline se fondaient dans une vie communautaire régie par le son des cloches. Mais la christianisation ne fut ni complète ni homogène. Dans de nombreux endroits, la foi indigène survécut, cachée sous des symboles chrétiens. Les vierges, les saints et les processions absorbèrent d'anciennes significations. Au Mexique, l'apparition de la Vierge de Guadalupe en 1531, sur la colline de Tepeyac, ancien sanctuaire de la déesse Tonantzin, symbolisa cette fusion des mondes. Le catholicisme américain devint un mosaïque de syncrétisme, un équilibre entre obéissance et mémoire, entre la croix et la terre. Dans les Andes, les paysans continuaient de vénérer Pachamama, la terre-mère, sous la forme de saints locaux. Dans les Caraïbes, les dieux africains apportés par les esclaves se mêlèrent aux images catholiques, donnant naissance à des religions métisses comme le vaudou et la santeria. L'Église n'a pas été seulement un instrument spirituel, elle a également été une institution économique et politique. Elle a accumulé des terres, fondé des universités et contrôlé l'éducation. Dans les siècles suivants, ces ordres sont devenus les principaux propriétaires du continent. Monastères, haciendas et collèges formaient un réseau de pouvoir qui rivalisait avec les vice-rois et les gouverneurs. Depuis les chairs se dictaient les normes morales de la société coloniale et depuis les chairs se modelaient les esprits des élites créoles. Cependant, les tensions entre l'idéal évangélique et la réalité coloniale n'ont jamais disparu. Les mêmes missionnaires qui défendaient les indigènes étaient, parfois, participants du système qui les opprimait. Le baptême était obligatoire, le travail forcé était justifié comme rédemption,
et la langue espagnole s'imposait au nom de la compréhension divine. Le christianisme est arrivé sur le continent enveloppé de promesses de salut, mais aussi de chaînes d'obéissance. Au milieu du XVIe siècle, l'Amérique était déjà un vaste laboratoire spirituel. Les cathédrales s'élevaient sur les pyramides détruites, les moines traduisaient le catéchisme en nahuatl, quechua ou guarani. Les chœurs indigènes chantaient la messe en latin. Sur les places, les conquérants jurèrent sur la croix et les vaincus prièrent devant elle. Ce qui avait commencé comme une entreprise militaire s'est transformé en une révolution culturelle et religieuse d'envergure planétaire. L'épée avait ouvert le chemin, la croix s'est chargée de le sceller pour toujours. La résistance indigène. La conquête n'a pas été un acte instantané ni un triomphe absolu. Derrière les chroniques glorifiées par les vainqueurs, il y eut des siècles de résistance, de rébellion et de guerres silencieuses qui traversèrent le continent depuis les Caraïbes jusqu'aux Andes. Bien que les empires aztèques et incas soient tombés, l'esprit des peuples autochtones ne s'éteignit pas. Sous la surface de la domination espagnole persista une lutte constante pour la survie, la dignité et la mémoire. Ce fut une guerre prolongée, sans frontières précises, menée avec des lances, des paroles et des croyances. Dès les premières années de la colonisation, les rébellions devinrent un écho répété. Dans les îles des Caraïbes, où la conquête commença, les peuples taïnos furent les premiers à s'opposer. En 1511, le cacique Atuey, qui avait fui Hispaniola pour Cuba, mena une révolte contre les Espagnols. Il avertit ses partisans que les Européens adoraient l'or comme un dieu et les incita à résister. La rébellion fut écrasée et Atuey fut capturé et condamné au bûcher. Avant de mourir, un prêtre lui offrit le baptême pour sauver son âme. Atuey demanda si les Espagnols étaient au ciel. Lorsque le frère répondit que oui, le cacique répliqua qu'il préférait l'enfer. Sa réponse devint le symbole de la première résistance américaine. Sur le continent, les rébellions prirent des formes diverses. Certaines furent ouvertes et violentes, d'autres lentes et dissimulées. Au Mexique, après la chute de Tenochtitlan, de nombreux peuples tentèrent de retrouver leur indépendance. Entre 1522 et 1525, des soulèvements éclatèrent à Michoacán, Colima et Jalisco, où les peuples Purépecha et Otomi attaquèrent des garnisons espagnoles. Dans la région des Mixtecos et Zapotecos, les montagnes devinrent un refuge pour les rebelles. Cortés dut envoyer des troupes pour réprimer les foyers d'insurrection qui menaçaient le fragile contrôle colonial. Plus au sud, dans les jungles et les hauts plateaux du Guatemala, la résistance se prolongea pendant des décennies. Les peuples quichés et Kaqchikel, qui avaient été ennemis des Aztèques, affrontèrent maintenant Pedro de Alvarado. Après la défaite initiale des Quichés en 1524 et la mort de leur chef Tekun Uman, les montagnes se remplirent d'insurgés. Les Espagnols fondèrent la ville de Santiago de los Caballeros pour contrôler la région, mais les rébellions continuèrent. Les Mayas Itzaes, réfugiés dans les jungles du Petén, conservèrent leur indépendance pendant plus d'un siècle et demi. Leur capitale, Tayazal, résista jusqu'en 1697, lorsqu'elle tomba finalement devant une armée espagnole venue du Yucatan. Ce fut la dernière ville indigène libre sur tout le continent. Dans l'altiplano andine, la résistance a pris une dimension presque épique. Après l'exécution d'Atahualpa et la chute de Cusco, les Espagnols crurent avoir détruit l'empire Inca. Mais en 1536, Manco Inca, le monarque marionnette installé par Pizarro, se révolta. Il rassembla des dizaines de milliers de guerriers et assiégea la capitale pendant des mois. Les chroniques racontent que les collines de Cusco brûlèrent la nuit et que les murs du Coricancha tremblaient sous le fracas des tambours. Bien que le soulèvement ait été réprimé, Manco réussit à fuir vers la forêt de Vilcabamba, où il fonda un nouvel État, Inca, clandestin et rebelle. De là, ses descendants, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui et Tupac Amaru Prii, maintinrent la résistance vivante pendant près de 40 ans. Ce ne fut qu'en 1572, sous le vice-roi Francisco de Toledo, que le dernier Inca fut capturé et exécuté à Cusco. Avec sa mort, l'écho de l'Empire sembla s'éteindre, bien que sa mémoire continue de battre dans les Andes. Toutes les résistances n'étaient pas armées. Dans de nombreux cas, la lutte se déroula sur le terrain culturel.
Les peuples soumis conservèrent leur langue, leurs rituels et leur cosmovision sous le masque du christianisme imposé. Les anciennes divinités se cachèrent derrière des images de saints. Les fêtes agricoles se transformèrent en célébrations religieuses. Au Mexique, les Nahuas vénéraient la Vierge de Guadalupe avec le même ferveur qu'ils consacraient auparavant à Tonantzin. Dans les Andes, la Pachamama continuait de recevoir des offrandes en secret, sous le regard indulgent de certains prêtres. Le syncrétisme devint une forme de résistance spirituelle, un moyen de survivre sans disparaître. Il y eut aussi des rébellions qui dépassèrent le temps colonial et allumèrent la flamme de l'indépendance. En 1560, le cacique Juan Santos Atahualpa proclama un mouvement messianique dans la forêt centrale du Pérou, affirmant être descendant des Incas. Son message mêlait christianisme et tradition andine et sa rébellion tint les autorités espagnoles à distance pendant plus de 20 ans. En 1616, dans le nord du Mexique, les Tepehuanes se soulevèrent contre les missions franciscaines, les détruisant presque complètement. En 1641, les Araucans du Chili, connus sous le nom de Mapuche, battirent les troupes du gouverneur espagnol et détruisirent toutes les villes au sud du fleuve Biobío. Ce fut la seule région continentale où les Espagnols ne parvinrent jamais à une conquête totale. Les Mapuches constituèrent une exception dans toute l'Amérique. Du XVIe au XVIIIe siècle, ils résistèrent à des campagnes militaires successives. Leurs chefs, comme Lautaro, Copolican et Pelantaro, développèrent des tactiques adaptées à la guerre européenne, apprenant même à utiliser chevaux et arquebuses. Ils signèrent des traités, attaquèrent des forts et détruisirent des établissements, maintenant une indépendance reconnue même par la couronne espagnole. La frontière d'Arauco, au sud du Chili, devint une ligne vivante entre deux mondes qui ne se soumirent jamais complètement. Au fil des siècles, la résistance indigène s'est transformée, mais elle n'a jamais disparu. Au XVIIIe siècle, un descendant symbolique de la lignée Inca a de nouveau défié l'Empire. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, connu sous le nom de Tupac Amaru II, a dirigé une rébellion massive dans le sud du Pérou contre les abus coloniaux. Son soulèvement, qui s'est étendu sur l'altiplano et le nord de l'Argentine, a rassemblé des milliers d'indigènes et de métis exigeant justice et la fin des tribus. L'insurrection a été réprimée avec brutalité. Tupac Amaru II a été démembré sur la place de Cusco, mais son cri « Je reviendrai et je serai des millions » est resté gravé dans l'histoire comme la promesse d'un peuple qui n'a jamais cessé de résister. Des îles des Caraïbes aux cordillères andines, la résistance indigène a pris différents visages, mais un même objectif, ne pas disparaître. Face à l'acier, à la croix et à la variole, les peuples originaires ont maintenu vivante leur identité dans les chants, les tissages, les langues et les légendes. Parfois dans la guerre, parfois dans le silence. Les chroniques des conquérants ont tenté d'écrire leur fin, l'histoire a prouvé qu'elle n'est jamais venue. La fondation de nouvelles villes et vice-royautés. Après la conquête, vint l'ordre. Sur les ruines fumantes des empires indigènes, la couronne espagnole entreprit une œuvre colossale, la création d'une nouvelle architecture politique, économique et religieuse qui assurerait sa domination sur le continent. Le fer et le feu avaient ouvert la voie, mais la plume et la croix consolideraient l'empire le plus vaste qu'Europe ait connu. L'Amérique fut réorganisée depuis les fondations. Les villes furent planifiées, les tribus systématisées, les vice-rois remplacèrent les conquérants et le continent entier fut converti en une extension du royaume de Castille. La fondation des premières villes avait un double objectif, servir de centres administratifs et de symboles d'autorité. Les conquistadors ne construisaient pas de simples camps. Ils fondaient des cités tracées au cordeau, avec des places principales, des églises, des cabildos et des maisons royales. Au cœur de chaque ville devait se trouver une place centrale, d'où rayonnait le pouvoir civil, militaire et ecclésiastique. Le modèle urbanistique, inspiré par les ordonnances de Philippe II et la pensée Renaissance, reflétait l'ordre hiérarchique de la monarchie. La place était le symbole de la présence du roi, même si le monarque se trouvait à des milliers de kilomètres. Au nord du continent, Hernán Cortés avait élevé Mexico-Tenochtitlan sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque. Ses canaux furent comblés, ses temples démolis et remplacés par la cathédrale métropolitaine, le palais vice-royal et les bâtiments du gouvernement.
Au sud, Francisco Pizarro fonda en 1535 la Ciudad de los Reyes, actuelle Lima, comme siège administratif du Pérou et base des communications maritimes avec l'Espagne. Dans les Caraïbes, Saint-Domingue se consolida comme la première capitale du Nouveau Monde, centre de commerce, de trafic d'esclaves et siège de la première audiencia real. En quelques années, de nouvelles cités surgirent comme Guatemala, Quito, Bogota, Buenos Aires, Caracas et Santiago du Chili, chacune organisée selon le même modèle, un microcosme du pouvoir impérial. Le territoire conquis fut divisé en grandes unités administratives appelées vice-royautés, dirigées par un vice-roi représentant l'autorité du monarque. La première fut la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, créée en 1535 et basée au Mexique. Suivit la vice-royauté du Pérou, établie en 1542, qui couvrait la majeure partie de l'Amérique du Sud. Ces vice-royautés étaient de véritables royaumes au sein du royaume. Elles avaient leurs propres lois, tribunaux, armées et systèmes fiscaux, mais étaient subordonnées au Conseil des Indes, à Séville, qui régulait toute la vie coloniale. Plus tard, au fil des siècles, l'expansion et la difficulté de gouverner des territoires aussi vastes obligèrent la couronne à créer de nouvelles vice-royautés, celle du Rio de la Plata en 1776 et celle de Nouvelle-Grenade en 1717. Le système vice-royal fut la clé de la stabilité impériale. Les vice-rois, choisis parmi des nobles de confiance, étaient à la fois administrateurs, juges et militaires. Ils représentèrent le roi lors des actes officiels, promulguaient des lois et supervisaient le respect de la foi catholique. Sous eux opéraient les cabildos, c'est-à-dire les gouvernements locaux, et les audiencias, qui agissaient comme tribunaux d'appel. En pratique, ces organes formaient un réseau bureaucratique qui maintenait l'ordre et garantissait le flux de richesses vers l'Espagne. Chaque navire quittant les ports de Veracruz ou de Callao transportait non seulement des métaux précieux, mais aussi des rapports, des recensements, des ordres et des décrets reliant le Nouveau Monde à la métropole. Dans cette organisation administrative, les conquistadors furent progressivement écartés. La couronne, craignant leur pouvoir croissant, les remplaça par des fonctionnaires loyaux et par une nouvelle élite de créoles, ainsi qu'on appelait les descendants d'Espagnols nés en Amérique qui occupèrent bientôt les postes intermédiaires du gouvernement. Le rêve personnel de gloire céda la place à l'obéissance institutionnelle. Les anciennes rivalités entre capitaines se transformèrent en litiges judiciaires et les épées laissèrent place aux sceaux et parchemins. L'Empire devint bureaucratique, réglementé et prévisible, bien que, en surface, l'or des cathédrales continua de briller. L'Église a accompagné ce processus depuis le début. Chaque nouvelle ville comprenait une cathédrale, un couvent et un hôpital, et chaque région était assignée à un diocèse. L'évangélisation, désormais organisée, s'intégrait à l'appareil politique. Les missions religieuses, en particulier celles des jésuites, ont étendu la frontière du monde hispanique vers des régions encore non conquises. Dans les plaines du Paraguay, dans le Chaco, dans le désert de Sonora ou en Haute-Californie, les religieux fondaient des villages autosuffisants, enseignant l'agriculture, la musique et la menuiserie aux peuples autochtones. Ces enclaves étaient à la fois des sanctuaires spirituels et des postes avancés de l'Empire. La croissance urbaine entraînait une nouvelle stratification sociale. Au sommet se trouvaient les péninsulaires, c'est-à-dire les Espagnols nés en Europe, suivis des Créoles, qui, bien que riches et cultivés, étaient exclus des plus hautes fonctions. En dessous d'eux se trouvaient les Métis, fruits du métissage entre Européens et indigènes. Les indigènes, obligés de travailler sous le système des encomiendas, et enfin les esclaves africains qui commencèrent à arriver en grand nombre à partir du XVIe siècle. Chaque ville reflétait, dans sa distribution physique et ses hiérarchies, l'ordre racial et économique imposé par le système colonial. Les demeures blanches s'élevaient autour de la place. Les huttes des indigènes s'étendaient en périphérie. Le développement des nouvelles villes transformait le paysage. Les routes incas devinrent des voies commerciales, les canaux aztèques, des avenues droites. On construisit des universités, des imprimeries, des palais gouvernementaux et des marchés. Mexico et Lima devinrent des centres de pouvoir aussi imposants que de nombreuses capitales européennes. Depuis elles, on contrôlait un territoire comprenant forêts, déserts, vallées et chaînes de montagnes. À son sommet, l'Empire espagnol semblait éternel, une machine de pouvoir si vaste qu'aucun ennemi ne pouvait le défier. Mais l'équilibre était fragile.
La richesse qui affluait vers Séville et Madrid dépendait d'un système d'extraction qui appauvrissait les colonies et épuisait leurs ressources humaines. Les peuples indigènes diminuaient, les mines exigeaient davantage de main-d'œuvre, et les terres étaient monopolisées par de grands propriétaires. Les villes, bien que monumentales, étaient également des foyers d'inégalité. La distance entre péninsulaires et créoles s'élargissait. Entre le palais et la hutte, le fossé se creusait. Cependant, au cours des XVIe et XVIIe siècles, le pouvoir espagnol atteignit son apogée. Des Andes jusqu'aux Caraïbes, les vice-rois gouvernaient au nom d'un monarque lointain, et les cloches des cathédrales résonnaient comme des échos de la métropole. L'ordre colonial semblait solide, immuable, protégé par la foi et l'épée. Les drapeaux de Castille flottaient sur les deux océans et les villes américaines, nées de la conquête, brillaient comme des miroirs du pouvoir européen dans le Nouveau Monde.